Voilà. Voilà. Alors, la partie des constructions sera une suite de l'émission que nous avons faite dimanche dernier. Je vous rappelle que nous avons parlé du rôle respectif des autorités institutionnelles, des leaders et des mouvements populaires dans la transformation de la société. Et là, nous allons parler des moyens dont disposent les peuples pour transformer la réalité. Alors, nous sommes dans une phase là qui peut servir d'illustration, c'est la lutte contre le sabotage des retraites. Nous avons un gouvernement qui décide de saboter les droits acquis pendant des dizaines d'années de lutte pour priver la majeure partie de la population de l'accès aux pensions de retraite. Il y a des manifestations particulièrement importantes qui sont faites pour qu'il retire son projet de loi. On ne sait pas encore l'issue du combat, mais de toute façon, ce que nous voulons montrer dans cette affaire, c'est que toutes les avancées sociales, sans exception, qui ont lieu dans la société, donc toutes les transformations positives qui ont été faites dans l'intérêt du plus grand nombre des masses populaires, ont été l'objet de lutte. Et les manifestations sont nécessaires, mais ce ne sont pas les seuls moyens qui permettent d'arriver à satisfaction. Il y a des insurrections, il y a des émeutes locales, il y a la participation à des élections. Donc c'est toute cette imagerie-là qui doit être mise en question. C'est pour ça que nous parlons de déconstruction. Est-ce que les seules manifestations de rue permettront à Macron de changer? Est-ce que la question du rôle des institutions que nous avons abordé et le fait que Macron est méchant avec son parti pro-riche, donc il faut changer pour qu'il y ait des bons élus qui puissent prendre le relais et puis revenir sur les méchancetés de Macron et puis faire avancer les gens. Donc est-ce que ce sont les élections? Est-ce que ce sont des grèves à répétition jusqu'à ce qu'ils cèdent? Mais oui, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a en face? Donc, c'est cette question-là qui doit ces questions-là qui doivent devenir à partir de l'exemple de la lutte contre le sabotage des retraites. Alors, d'abord, précisons que c'est toutes les actions qui convergent pour arriver à obtenir un résultat. Chaque fois qu'on ne privilégie qu'un des compartiments, qu'un des fonds de lutte et que ce n'est pas en coordination avec tous les autres, la situation ne change pas globalement. Donc, mais pour que toutes les formes d'action convergent, ça ne peut pas se faire spontanément. Il faut qu'il y ait une stratégie globale décidée par des représentants du peuple qui disent, bon, on va aller sur ce front-là, on va mollir sur celui-là, on va renforcer celui-là, on va faire ces deux fonds-là avancer ensemble. Il faut une stratégie. Ce qui pose la question des organisations politiques qui mènent ce que nous appelons la révolution, qui veulent vraiment la transformation de la société et qui ont un plan tenant compte de la force de l'ennemi, de la réalité du terrain et donc des forces dont on dispose pour que cette stratégie-là puisse arriver à la transformation de la société. Alors, par exemple, je vais m'arrêter sur les élections. Si Macron n'était pas au pouvoir et ne disposait pas d'une majorité, même si elle est relative, il n'aurait pas pu faire ce coup-là. Donc, est-ce qu'il faut dire, eh bien, c'est par les élections qu'il faut régler la question, et notre objectif principal, c'est de conquérir les élections. Évidemment que cette vue-là est réactionnaire. Pour la bonne raison que, même si on a une majorité dans une assemblée, ça n'empêche pas aux forces réactionnaires de bloquer le pays. Rappelez-vous du temps du Front populaire, ce qu'on avait appelé le mur de l'argent. Ça veut dire que les capitalistes bloquent. Mais pour aller plus près de nous, je prends l'exemple de l'argumentation qui est faite concernant les retraites.
tous les jours, les médias disent nos voisins européens se moquent de nous. Parce qu'en Allemagne, on parle à 67 ans. Tel endroit, on parle à 68 ans. Donc les Français sont des paresseux. Ils ne veulent pas partir à 64 ans, alors que tous les autres partent bien après. Mais oui, mais la question c'est pourquoi il y a 67 ans, 65 ans partout en Allemagne, en Espagne, etc. Est-ce que c'est nos voisins? Est-ce que ce sont les peuples allemands, les peuples espagnols qui ont dit nous voulons partir à 67 ans, 65 ans et autres? Alors on vient nous servir de cela comme argument. Je prends un exemple. En Grèce, le peuple a voté majoritairement pour mettre une assemblée qui combat l'ultralibéralisme au pouvoir. Ils ont désigné un gouvernement qui dit non, nous ne voulons pas que les retraites soient sacrifiées. Donc, les parlementaires, le gouvernement, le peuple disent nous sommes contre l'ultralibéralisme. Donc, ils ont gagné les élections. Et nous refusons ces règles-là. Revenez dans l'histoire, messieurs les journalistes propagandistes serviles qui racontaient cet argument-là. Rappelez à vos téléspectateurs, vos auditeurs, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? L'Europe, l'Union européenne, a dit à la Grèce, vous êtes obligés de mener la politique ultralibérale. Si vous ne la menez pas, nous bloquons l'argent que vous devez avoir, dont vous avez droit, parce que vous êtes membre, parce que vous cotisez, parce que vous obéissez aux lois. Nous ne vous donnons pas de l'argent pour payer vos fonctionnaires, vos retraites, tant que vous n'avez pas abandonné cette politique contre nous. Les Grecs ont tenu, ils ont manifesté dans la rue, donc on voit qu'ils ont le pouvoir, ils ont la rue qui manifeste. Au bout du compte, le gouvernement grec, pris à la gauche, a été obligé de se rallier à la politique ultralibérale. Alors si en Grèce, on parle plus tard qu'en France, c'est Pantin-là qui viennent dire nos voisins se moquent de nous, ce sont des voyous. Ce ne sont pas des journalistes, ce sont des voyous. Parce que le peuple grec, le gouvernement grec, l'Assemblée grecque était opposé. Le clan des gouvernements ultralibéraux s'est interdit. Mais pourquoi? Il y a un clan de gouvernements ultralibéraux qui sont capables d'écraser la Grèce. Parce que le système est vicié. Le système électoral est vicié. Ça veut dire que les milliardaires contrôlent les médias. Ils ont de l'argent à profusion qui finance la campagne électorale de ceux qu'ils défendent. Leurs instituts de sondage qui manipulent. Les peuples sont dégoûtés. Ils ne participent plus. Quand un Pays-Bas et la France, on a dit non, nous ne voulons pas aller dans l'Europe après un référendum, on leur a dit, cause toujours ça m'intéresse, et puis on a appliqué les traités européens. Donc les peuples ne participent plus aux élections. Donc le système est vicié. Quand des gouvernements arrivés au pouvoir par ces moyens-là viennent dire je mets la retraite à 67 ans, on ne peut pas me donner ça comme argument pour dire tous les autres, et puis on se moque de nous. Vous croyez que les milliers, les centaines de milliers, parfois des millions de Britanniques qui manifestent contre le saccage des services publics, là, actuellement, on ne nous montre pas ça. Si c'était Hong Kong, qui montrait nous, en Grande-Bretagne, ils ne se moquent pas des Français. Ils défendent les droits contre l'ultralibéralisme. Comme au Danemark, là, il y a des puissantes manifestations. Mais les peuples résistent. Donc, quand on vient nous dire c'est 67 ans, 65 ans ailleurs, disons à ces gens-là, ça n'est pas représentatif des peuples. Ce ne sont pas nos intérêts. Et même si vous êtes arrivé à écraser des peuples pour arriver à 67 ans par là, eh bien, nous, nous pas qu'à prendre. C'est 60 ans, point terminé. Et puis, vous qui travaillez 67 ans, bah, nous bien, dans le carrière. Donc, j'ai pris cet exemple-là pour montrer que les élections et les mobilisations ne suffisent pas à changer, à transformer la société. Il faut que ce soit une stratégie globale. Je fais la parenthèse tout de suite pour dire que cela ne veut absolument pas dire
qu'il ne faille pas réfléchir à l'utilisation du front des élections. Dans tous les pays où il y a eu révolution, les mouvements qui ont mené la révolution ont travaillé sur les fronts différents. Le front sandiniste qui a mené la lutte armée, eh bien, il est allé sur le front des élections et ils sont arrivés à imposer leur position. L'ETA qui a mené la lutte armée en Espagne, bon, ils ont vu qu'il y avait des blocages à ce niveau-là, ils ont, ou bien l'IRA en Irlande, l'armée républicaine islandaise, Salvador, il n'existe pas un pays au monde où le processus révolutionnaire n'a pas utilisé les différents fronts, dont le front électoral, pour pouvoir amener. C'est pour cela que les gens qui font une campagne pour dire tout élu, c'est des lulubadjols, ils sont tout corrompus. Ils ne vont aller dans aucune élection. Même si vous faites un travail sur le terrain, même si vous êtes organisé, on connaît vos thèses, vous menez un combat contre l'ultralibéralisme, si vous marchez, si vous dites un élu bonjour, mon parent m'a dit encore. Ces gens-là, ce sont des représentants d'une forme d'idéologie bourgeoise qui sait que si on n'a pas une stratégie globale, on n'ira nulle part. Donc on se donne bonne conscience en faisant de belles déclarations, mais on n'avance pas d'un iota dans la lutte de libération nationale. Et en disant cela, il ne s'agit pas de cultiver le mythe de l'électoralisme. Et d'ailleurs, nous combattons le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se disent nationalistes, révolutionnaires, et puis qui considèrent que c'est uniquement par les élections qu'il faut aller, et c'est ce qu'ils représentent. Il y a des gens qui se disent nationalistes pour révolutionnaires, qui sabotent le travail quotidien pour dire que c'est dans les élections seulement qu'il faut aller. Et qu'il faut tous les sacrifices. Ça veut dire que s'il faut aller à un meeting tous les soirs pendant un mois, ils sont là. S'il faut donner 2 000 euros de soutien à son candidat, ils sont là. Pour les élections. Parce que dans leur tête, c'est ça le mythe. On sera élu. Mais vous savez bien, je l'ai dit avec la Grèce, que le fait d'être élu, si vous êtes coupé du peuple, si le peuple ne vous soutient pas, si vous n'avez pas un programme réalisable et réaliste, capable d'être imposé dans la structure où vous allez, ça ne sert à rien. Donc, non à l'électoralisme, non au gauchisme petit bourgeois et anti-électoral, mais oui à une stratégie globale. Manifestation, élection, organisation économique sur le long terme, organisation des grèves sur le long terme, construction de l'union populaire, parce que l'ennemi est soudé. Il y a des contradictions économiques entre l'Europe et les États-Unis. Mais ils sont ensemble pour craser les peuples, ils sont ensemble pour envoyer des armes à l'Ukraine, aux impérialistes rivales. Donc il faut une stratégie globale qui tienne compte de l'unité du peuple. Et l'unité du peuple, c'est celle qui dit, j'ai ma conviction, toi tu as une autre façon de voir, fais ton expérience. Mais en nous, il y a une partie dans les autres. Il y a une qui l'autre l'a fait expérience. Si ou pas venir dans ta main, c'est pas pour ça où c'est réactionnaire. Puisque moi pas qu'à venir dans ta main. Mais je vais laisser au travail. Et puis si nous pouvons faire ensemble, nous faisons ensemble. Donc, la stratégie globale, si elle exclut l'unité des forces, elle est la neutralisation des ennemis potentiels ou des gens qui n'ont pas encore compris, si on s'isole de tous ceux qui croient en l'électoralisme dans le peuple martiniquais, ou tous ceux qui ne sont pas indépendantistes dans le peuple martiniquais, c'est une façon de dire, je fais semblant d'être pour l'indépendance, mais moi assez formé pour savoir que c'est pas comme ça que je gagne l'indépendance. Donc, c'est cette histoire-là. Alors nous croyons que pour transformer la société, le premier élément, c'est la conscientisation. Explication des phénomènes, explication des méthodes, connaissance de l'histoire des mouvements révolutionnaires, connaissance des stratégies de l'ennemi. Par exemple, dès qu'un mouvement révolutionnaire commence à s'affirmer, une couche commence, l'ennemi infiltre des provocateurs pour vous faire des bêtises.
Et c'est pour cela que dans le dernier numéro de J-Cambout, le journal en ligne des comités populaires, nous avons reproduit l'histoire du Black Panther Party pour montrer comment la CIA a dynamité ce mouvement révolutionnaire et afro-américain en introduisant des provocateurs. Ah, je passe raide, on nous fait ci, on nous fait ça. Ils ont dynamité. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site jcambouttv.com et le télécharger. Mais cet exemple-là, il a été vécu par tous les mouvements révolutionnaires, sans exception. L'infiltration, la déviation, le travail pour faire que les militants ne réfléchissent pas, ne discutent pas, mais suivent un guide, une injonction, etc. Refusent le débat. Le critère pour savoir qui veut vraiment la révolution, c'est de voir si ces gens-là admettent la discussion ouverte, franche. Nous parlions de lutte idéologique ouverte et claire, pour dire voilà mon argument, qu'est-ce que tu en penses? Si les gens sont sincères, ils discutent, mais ils ne vont pas derrière le dos des gens pour essayer de discréditer le travail qui est fait sans chercher à la collaboration sincère, honnête et franche. C'est ça qui... Le militant honnête doit juger les différentes organisations sur ce critère-là. Et surtout ne pas faire du suivi. Parlons, nous avons le droit d'avoir des divergences. C'est sain, c'est normal, il y a des parcours. Mais à partir du moment où je refuse qu'on soit autour d'une table pour dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, ben, fais ton expérience. Et puis qu'on discrédite un travail qu'on sait qui est positif, ça révèle un dessous idéologique petit bourgeois et une non-volonté d'arriver réellement à l'indépendance ou à la souveraineté. Alors, donc, il faut la conscientisation du peuple martiniquais, par la persuasion, par la discussion, par la bienveillance, en acceptant que des gens n'aient pas encore compris. Parce que quand nous regardons notre parcours, est-ce que nous avons toujours été aussi conscients, aussi radicaux que nous le sommes aujourd'hui? Il y a 10 ans, que disions-nous? Si nous admettons que nous avons pu nous tromper, que nous avons pu manquer d'expérience, même étant de bonne foi, nous devons comprendre que d'autres personnes sont de ce cas-là et qu'il nous faut travailler avec bienveillance pour que nos idées soient discutées, que nos idées se répondent, parce que sans cette cohésion dont nous avons parlé, nous ne pourrons pas battre l'ennemi français. Alors, je voulais à ce propos illustrer sur ce qu'a dit le fameux Darmanin. On en a vaguement parlé dimanche dernier. Mais à la lecture d'un article fait par Jean-Marc Party dans le France-Antilles, de ses éditoriaux, il a attiré l'attention sur quelque chose qui, personnellement, m'a fait réfléchir, mais qui mérite d'être posé. Qu'est-ce qu'il dit Darmanin? Insultant, suprémaciste. Mais tant que c'est nous qui vous donnons des subventions, tant que vous n'êtes pas à l'autosuffisance alimentaire, vous pouvez jacasser, mais ce n'est pas à peine de venir demander l'autonomie. C'est brutal, c'est raciste, c'est tout ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est dans le fond tellement différent de la classe politique qui, depuis des dizaines d'années, dit aux Martiniquais, les indépendants perdent les subventions. Si nous ne sommes pas dans l'Europe, si nous n'avons pas ces subventions-là, ce sera la catastrophe, nous ne pourrons pas vivre. Est-ce que c'est différent de ces gens qui disent que tant que nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire, qui ne va pas bloquer les initiatives, détruire les coopératives comme Socopba, s'attaquer à tout ce qui se fait alternativement dans le pays, faire ses avocats poursuivre deux jeunes qui font du thé pour vendre en bouteille? Il faut que l'autosuffisance alimentaire, que nous la construisions à partir d'une volonté d'avoir des contre-pouvoirs, de marronnage. Ça veut dire en confrontation. Je ne vais pas donner plus de détails sur cette affaire-là, mais dans tous les domaines, il nous faut dire, organisons-nous, faisons des structures
qui nous permettent de faire front. Le vrai problème, c'est que à partir de maintenant, il nous faut être en confrontation avec le pouvoir colonial et la caste qui lui sert de relais ici, qui lui est complice ici plutôt. Il nous faut nous détacher de la dépendance vis-à-vis de l'importation de produits de nécessité. Il nous faut nous détacher des circuits financiers qu'ils contrôlent pour créer des alternatives. Donc c'est cela qui est important et nous sommes vraiment persuadés, ce sera ma conclusion, qu'en Martinique, nous avons les moyens de construire cette alternative. Nous avons suffisamment de gens compétents, formés dans tous les domaines pour faire des propositions d'alternatives. Nous avons suffisamment de ressorts de solidarité pour nous organiser dans les associations, dans les familles, dans les quartiers, pour nous dire, bon, nous faisons bloc contre le pouvoir colonial, pour notre avenir, pour construire notre prévention contre les risques majeurs, qu'ils soient naturels ou humains. Nous sommes assez calés pour comprendre que des occidentaux suprémacistes, colonialistes, ne feront jamais le bonheur de la Martinique. Et ce ne sont pas des pistaches distribuées par démagogie qui doivent nous faire espérer un changement. Nous avons un slogan au CNCP que nous répétons dans toutes nos manifestations. Tout peuple assemblé, nous qui faisons un pays neuf. Sur ce, je vous remercie et on prend rendez-vous pour dimanche prochain.